Bienvenue dans le débat consacré au bras de fer entre Israël et les États-Unis. Bras de fer qui tourne à la crise ouverte depuis l'abstention des Américains lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les tensions avec Benyamin Netanyahou étaient déjà fortes. Mais après cette abstention de Washington, le Premier ministre israélien a immédiatement annulé la délégation qui devait partir pour Washington. Ce qui n'empêche pas pourtant le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, d'être en visite, lui, dans la capitale américaine, où il s'entretient d'ailleurs aujourd'hui avec son homologue Lloyd Austin. Côté négociations, le Qatar affirme que les négociations entre le Hamas et Israël pour une trêve ainsi qu'un échange d'otages et de prisonniers se poursuivent, mais selon une déclaration d'un haut responsable israélien, les négociateurs israéliens auraient quitté Doha après avoir estimé que les tractations étaient, je cite, dans une impasse en raison des exigences du Hamas. Alors on va revenir sur la résolution des Nations Unies sur le cessez-le-feu à Gaza. Est-ce un tournant dans la diplomatie américaine à l'égard d'Israël? Quel est finalement le degré de confrontation entre la Maison-Blanche et Benyamin Netanyahou? Entre Israël et les États-Unis, est-ce le grand froid? Voilà la question que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Georges Malbruno. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, Georges, MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, et c'est publié chez Robert Laffont avec Christian Chesneau. Merci d'être là. Gauthier Ribinski est avec nous ce soir. Bonsoir Gauthier. Bonsoir, et puis Éléonore Veil est avec nous de Tel Aviv. Bonsoir Éléonore, journaliste indépendante, ancienne journaliste d'ailleurs au quotidien Le Haaretz. Bienvenue. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de revenir en images sur les relations houleuses entre Benyamin Netanyahou et Joe Biden. Joe Biden et Benyamin Netanyahou se connaissent depuis plus de 4 décennies et ont souvent été en désaccord, mais jamais comme aujourd'hui. Sioniste de cœur selon ses propres termes, le président Biden l'a souvent dit, si Israël n'existait pas, les États-Unis devraient l'inventer pour promouvoir leurs intérêts au Moyen-Orient. Un soutien sincère donc, mais mis à rude épreuve par la politique menée par le Premier ministre israélien, comme en 2010. Lors d'une visite en Israël de Joe Biden, alors vice-président, Benyamin Netanyahou approuve la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie, contre l'avis de son allié. Bis repetita en 2015, lorsque le Premier ministre israélien rompt avec le protocole et prononce un discours devant le Congrès américain, alors dirigé par les Républicains. Un discours dans le dos de Joe Biden et du président Barack Obama. À la tribune, il n'hésite pas à critiquer vertement le soutien des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien. Des mots qui rendent furieuse l'administration Obama, qui considère alors que Benyamin Netanyahou se mêle de sa politique étrangère. 8 ans plus tard, et après les attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre dernier, Joe Biden se rend en Israël pour réaffirmer son soutien. Nous continuerons à soutenir Israël dans ses efforts à défendre son peuple. Mais après des mois d'intenses bombardements dans la bande de Gaza, au cours desquels plus de 32 000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé gazaoui contrôlé par le Hamas, le soutien des États-Unis s'effrite peu à peu et plusieurs hauts responsables américains critiquent publiquement la stratégie employée par l'État hébreu à Gaza. Point culminant, le vote d'une résolution à l'ONU ce lundi appelant à un cessez-le-feu immédiat. Pour la première fois, Washington n'oppose pas son veto, faisant encore monter d'un cran les tensions entre les deux dirigeants. Georges Malbruno, on voit bien qu'il y a des tensions entre Biden et Netanyahou depuis le début, en fait, mais cette abstention des États-Unis au Conseil de sécurité pour cette résolution, est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable premier coup d'arrêt côté américain, une sorte de premier « ça suffit » à Netanyahou? Non, je ne dirais pas ça suffit parce que Joe Biden est assez logique avec lui-même. Il a déclaré il y a quelques jours, je crois qu'il y a une semaine, qu'une attaque israélienne contre Rafah, où est concentrée l'armée israélienne actuellement, serait une ligne rouge.
Mais en parallèle, Joe Biden a dit qu'il n'est pas question de couper l'aide militaire à Israël. Donc, il y a une accentuation des pressions américaines. Je pense qu'il y a probablement des arrière-pensées américaines en vue d'aboutir à un éclatement de la coalition de Benyamin Netanyahou. Vous avez eu que hier, lorsqu'il y a eu l'abstention américaine, un ministre du gouvernement Netanyahou, Gideon Sa'ar, a démissionné. En même temps, il y a certes la bouderie de Netanyahou qui empêche 2 de ses collaborateurs d'aller aux États-Unis, mais il y a Yoav Gallant qui est aussi aux États-Unis et qui va parler défense militaire. Et donc, je pense qu'il y a une pression américaine en vue de dire à Netanyahou, regarde, on est capable de faire éclater ta coalition si tu continues à persister dans cette voie d'attaquer Rafah, alors que nous ne le voulons pas, et qu'en parallèle, il y a des négociations à Doha dont vous avez parlé, on en reparlera probablement, pour lesquelles le patron de la CIA est allé, se mobilise fortement, et c'est la seule issue à ce conflit, c'est la voie des négociations. Hier, le département d'État disait que ça avançait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc il y a un bras de fer, mais on n'est pas dans la crise, je dirais. On est dans une accentuation des pressions américaines. Eleonore Weil, Netanyahou qui a immédiatement donc annulé la venue de la délégation israélienne avec Ron Dermer et puis le conseiller de la sécurité nationale israélien qui devait partir pour Washington. À quoi joue-t-il? Pourquoi est-ce qu'il s'érige toujours en rempart contre Washington? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Georges Malbruno? Tout à fait, oui, je suis d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est ce double jeu auquel se prête Netanyahou, et on en parlait déjà la semaine dernière sur votre plateau. C'est-à-dire que d'une part, il a essayé pendant longtemps de préserver autant qu'il pouvait les États-Unis en envoyant, par exemple, cette délégation. Je ne pense pas que ce soit une grande perte. Je ne pense pas que les États-Unis soient vraiment terrifiés de ne pas recevoir cette délégation, qui devait être d'ailleurs une délégation de responsables militaires et de la défense, et qui finalement, c'était seulement 2 personnes qui sont des alliés proches de Netanyahou. Donc, je crois que là n'est pas le sujet. Ce qu'on voit bien, c'est que Netanyahou essaye de préserver à tout prix sa coalition, une fois de plus, et que aller jusqu'au bout et ne pas envoyer cette délégation, c'est montrer que l'objectif ultime, c'est la victoire totale, ce slogan qu'il répète et que ses alliés politiques répètent également. Et donc, pour cette victoire totale, il est prêt à se séparer, en tout cas c'est le message qu'il tente de faire passer, il est prêt à rentrer dans un conflit ouvert avec les États-Unis, qui ont quand même soutenu Israël d'une manière assez extraordinaire depuis le 7 octobre, avec ses visites répétées, avec ses déclarations de Joe Biden et la rencontre avec les familles des otages. Et bien là, il prend ce risque et ça crée une rupture aussi également au sein du cabinet de guerre. Même si on n'entend pas encore de voix dans les médias de responsables militaires et des membres du cabinet de guerre s'exprimer contre Netanyahou, on sent bien que cette stratégie-là, c'est la stratégie d'un seul homme et qu'elle n'est pas du tout soutenue par le reste des membres de son cabinet et des membres du gouvernement. Gauthier, donc il y a un risque quand même effectivement d'éclatement de cette coalition. Est-ce qu'il est d'autant plus fragilisé que les États-Unis durcissent ce bras de fer ou pas? Les États-Unis ont durci, et là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où ils ne parvenaient pas à avoir un levier vraiment efficace sur toute cette affaire, et que parce que eux aussi, comme d'autres, avaient considéré que le problème de la région, ma foi, il y avait d'autres priorités dans le monde. Et donc là, ce qui était important pour les États-Unis, c'est de revenir dans l'affaire et de montrer qu'ils avaient un poids. Alors, effectivement, l'histoire de cette résolution le prouve. Je suis d'accord aussi pour dire que ça n'est pas quelque chose de non seulement définitif, mais qui est de nature à changer les choses. En revanche, ce qu'on voit, et tout à l'heure Florent Rodeau racontait et rappelait que Netanyahou, devant le Congrès, avait dit cet accord n'est pas bon et qu'on lui avait dit écoutez, vous vous immiscez dans les affaires des États-Unis. Qu'a fait Joe Biden récemment en disant la coalition israélienne n'est pas bonne et il faut qu'Israël change de gouvernement. Alors ça, pour Netanyahou, si vous voulez, dont cette coalition, Smotrich n'a rien dit d'autre l'autre jour que
il ne faut pas envoyer la délégation israélienne à Washington. C'était bien finalement quelque chose qu'a repris par la suite Netanyahou. Le problème, en l'occurrence, c'est de savoir si, au-delà de Netanyahou, il y a un soutien en Israël sur les fondamentaux, les idées de cette extrême droite, ou bien si on peut espérer qu'avec un hypothétique départ de Netanyahou, cette chose-là changerait et se retournerait. En tout cas, oui, je vous fais intervenir, Georges. Juste avant, on va écouter justement Lloyd Austin et Yoav Gallant. C'était aujourd'hui, donc, puisque le ministre de la Défense israélien a vu donc son homologue américain. Thanks, everybody. It's good to be with you in person again, so welcome. To be here in the United States. Thank you for hosting. In Gaza today, the number of civilian casualties is far too high. Brutal terror organization Hamas. Pendant que je suis assis ici au Pentagone, le chef du Hamas, Haniyeh, rencontre les dirigeants iraniens. La situation est claire. Tout va bien. Aujourd'hui, nous discuterons de l'évolution de la situation à Gaza et des moyens d'atteindre nos objectifs, à savoir la destruction de l'organisation du Hamas et le retour des otages israéliens dans leur pays. Les négociations sur la question des otages et les positions du Hamas nous obligent à unir nos efforts militaires et diplomatiques et à accroître la pression sur le Hamas. Georges Malbruno, donc il y est aux États-Unis. Donc c'est une sorte de défi aussi à Netanyahou, le fait que son ministre de la Défense en discute justement en négociation. Oui, avec, en tout cas, des messages lui ont été, ils sont parvenus de la part des Américains. Je crois que les Américains se rendent compte de plusieurs choses. Premièrement, que l'objectif militaire d'Israël d'éradiquer le Hamas ne sera pas, ils n'y arriveront pas. Les Américains multiplient les déclarations disant vous serez confrontés au cours des années qui viennent à une résistance armée du Hamas, etc. Donc ça c'est un point. Donc la stratégie de Netanyahou, éradication totale, ne fonctionne pas. Deuxièmement, y compris le meilleur allié de Netanyahou, Donald Trump, hier a dit il faut arrêter. Il faut arrêter ça parce que l'image d'Israël est catastrophique. Et à travers l'image d'Israël, puisque dans votre sujet tout à l'heure sur la relation, je dirais, entre Biden et Netanyahou, Joe Biden l'a bien dit, si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer pour protéger les intérêts américains. Aujourd'hui, Israël est un fardeau pour les États-Unis au Moyen-Orient. Donc, c'est à la lueur de ce constat-là que les Américains disent « ça suffit, vous allez dans le mur ». Et effectivement, on le voit bien, ils vont dans le mur parce que militairement, ils ne vont pas arriver à détruire le Hamas. On en est aujourd'hui à envisager un exil des leaders du Hamas qu'on voulait bien sûr tuer, assassiner, Yahya Sinwar et Mohamed Deif, parce que pour l'instant on ne les a pas, liquidés. Donc il y a ce facteur-là qui est très important et les États-Unis voient bien qu'en parallèle Netanyahou joue la montre et attend une éventuelle réélection de Donald Trump. Eleonore Veil, est-ce que Netanyahou fait de la politique intérieure? Charles Anderlin nous disait hier qu'il y a ce projet de loi sur la fin de l'exemption du service militaire pour les religieux orthodoxes en ce moment et que ce projet-là, par exemple, risque là aussi de faire voler en éclats la coalition. Ah oui, c'est-à-dire que Netanyahou joue sur plusieurs tableaux et ce projet de loi de fin d'exemption de circonscription militaire pour les ultra-orthodoxes, elle fait beaucoup de bruit en Israël. Ça fait des années, ça fait depuis le début de la création de l'État d'Israël, cette espèce de vestige d'accord qui avait été trouvé avec les communautés ultra-orthodoxes, qui dit que effectivement les érudits religieux peuvent tout à fait être exemptés de service militaire. Mais aujourd'hui, au vu de la situation, c'est d'autant plus brûlant. Et ce projet de loi arrive donc cette loi arrive à son terme fin mars, et il devait y avoir des discussions sur une nouvelle loi qui annulerait l'exemption de circonscription militaire pour les religieux. Et là encore, on voit à quel point les clivages se creusent dans la société israélienne entre les religieux et les non-religieux, et au sein, non pas de la coalition, puisque dans la coalition gouvernementale,
tout le monde est d'accord pour cette loi, tout le monde soutient cette loi, y compris évidemment les partis ultra-orthodoxes israéliens. Mais là encore, Netanyahou va devoir essayer de tempérer son clan qui sont donc les ultra-orthodoxes et la droite messianique israélienne. Et il sait bien que si aujourd'hui on reparle de ça et si une loi est votée à la demande de la Cour suprême pour annuler cette exemption, eh bien, une fois de plus, c'est le risque de voir sa coalition exploser et arriver à des élections, chose qui, évidemment, qu'il ne désire pas. Donc là encore, j'imagine qu'il va s'en sortir puisque le vote a été une fois de plus reporté, la loi a été une fois de plus reportée, mais la colère est quand même grandissante. On sent une colère grandissante en Israël, non seulement parce qu'après 5 mois de guerre, on voit à quel point l'establishment militaire est épuisé et que ces divisions, ces clivages entre ultra-orthodoxes et entre laïcs, entre libéraux, et non seulement ça, mais en plus entre ceux qui soutiennent Netanyahou et son gouvernement et la moitié des Israéliens aujourd'hui qui ne le soutiennent pas et qui désirent de nouvelles élections, eh bien, Netanyahou vraiment joue avec le feu et on sent que ça pourrait, qu'une crise politique de plus grande ampleur, une crise politique et sociale, est vraiment sur le point d'exploser avec la question des otages qui est évidemment au centre de cette crise. Donc il y a un momentum peut-être, Gauthier, pour les Américains, justement ? Oui, avec le danger que signalait Georges tout à l'heure, c'est-à-dire un retour de Trump, bien sûr. Mais là où ce que vient de dire Elana Veil est très intéressant, c'est qu'on comprend maintenant qu'aussi bien en Israël que du côté palestinien, où là c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de processus démocratique, mais il y a un besoin très clair de renouvellement des élites politiques. Parce que vous êtes aujourd'hui avec des élites politiques qui sont, que ça soit Netanyahou ou d'autres chez les Palestiniens, dans l'idée d'une martyrologie dont on ne doit pas sortir. Quand Netanyahou dit « il n'y aura pas d'État palestinien », ça veut dire qu'il promet aux Israéliens l'insécurité pendant... Même si, bien sûr, ça n'est pas la responsabilité, c'est aussi les Palestiniens qui sont en cause là. Mais il leur promet le drame jusqu'à la fin des temps. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait un logiciel à changer, ou surtout un plafond de verre, c'est-à-dire que les élites politiques sont à renouveler. Et que dire évidemment de Mahmoud Abbas, bien sûr qu'il est à renouveler aussi. Il pourrait y avoir des élections en Israël. C'est le but un petit peu de tout le monde, et notamment les Américains qui sont, je dirais, impatient de voir ce bricolage en Israël pour sauver une coalition. Alors qu'il y a un drame s'est joué évidemment le 7 octobre et un autre drame se joue depuis des mois à Gaza. Et donc il arrive un moment où il faut, comme ça a été dit, il faut passer à l'échelon supérieur, il faut revenir à la politique et aux négociations, surtout qu'il y a un cadre qui a été jeté sur le bureau à Doha, à Paris, Alors justement, Doha, Caire. On apprend, Georges Malbruno, que l'équipe israélienne aurait quitté Doha. En tout cas, c'est... Bien sûr, mais elle aurait quitté, mais elle va revenir parce qu'il n'y a pas d'autre issue et parce qu'il y a probablement de la part de Netanyahou la volonté de faire porter au Hamas la responsabilité de ce qu'eux considèrent comme un échec. Mais il faut souvenir quand même que le Hamas a modéré ses positions il y a 15 jours lorsqu'il a accepté, il a renoncé à son exigence de entamer une première trêve d'une 40aine de jours. Avant, il réclamait en même temps un cessez-le-feu définitif. Là, il réclame un cessez-le-feu définitif au bout simplement des 42 jours. Donc, il y a des choses qui se passent. Simplement, c'est un processus très difficile parce qu'il y a le problème de la remontée des déplacés du sud de Gaza au nord. Il y a le problème de la libération des otages israéliens où ça achoppe sur le ratio. Le Hamas demande, a priori, d'après ce qu'on sait, qu'à chaque, notamment soldate israélienne détenue, il y en aura environ 5, il y aurait 30 à 50 prisonniers palestiniens. C'est sur le nombre d'ailleurs que... Oui, sur le ratio, soient libérés, mais qu'en plus demandent que ce sont des prisonniers d'importance grande. Les Israéliens disent c'est trop, accepteraient de les exiler ailleurs, etc. Mais on rentre dans le détail des négociations. C'est pour ça qu'il y a quand même William Burns, le patron de la CIA, il fait 2 fois par mois le déplacement, soit au Caire, soit à Doha. Barnea, le patron du Mossad, y va aussi. Alors, évidemment, mais on discute et c'est très compliqué, mais chacun sait qu'il n'y a pas d'autre issue. Si les Israéliens veulent retrouver, il faut le souhaiter, leurs otages, et si on veut arrêter ce carnage à Gaza. On va écouter quelques réactions d'Israéliens. C'était samedi à Tel Aviv.
Les otages sont toujours détenus par le Hamas depuis maintenant 6 mois. Nous tuons des dizaines de milliers d'enfants et de femmes sans aucune justification, sans aucun résultat. Tout cela pour qu'il n'y ait pas d'élection. Je manifeste depuis plusieurs semaines déjà parce que je pense que ce gouvernement est responsable de l'échec du 7 octobre et de tout ce qui en a découlé. C'est pour cela qu'il faut changer de gouvernement. C'est pour cela que je suis ici. Éléonore Veil, donc c'était des manifestants samedi dernier à Tel Aviv. Bon, ce n'est pas forcément la majorité des Israéliens, mais si effectivement il y avait des élections aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Netanyahou tomberait ? Ah oui, enfin aujourd'hui, en tout cas selon les derniers sondages, sa cote de popularité a largement baissé. Vous savez, il y a eu aujourd'hui ce témoignage d'Amit Soussana, qui est une otage qui a été donc libérée par le Hamas, dans le New York Times, où elle raconte les agressions sexuelles qu'elle a subies de la part de son ravisseur quand elle était en captivité. Et c'est aussi, ça vient d'être donc publié en Israël, et c'est vraiment un témoignage qui a un effet extrêmement fort sur la population israélienne et qui remet au centre la question des otages qui l'est toujours, mais l'urgence d'arriver à un accord pour libérer les otages. Et on sent bien que les Israéliens sont pris en étau dans des considérations politiques, alors qu'ils veulent, en tout cas pour une majorité, arriver à un accord pour la libération des otages et donc un cessez-le-feu, et d'autre part, évidemment, le renouvellement de la classe politique, cette classe politique, d'une part, dont ils ne voulaient pas pour une partie avant le 7 octobre, et puis aussi cette classe militaire, l'établissement sécuritaire qui a largement failli à son devoir de sécurité le 7 octobre. Donc il y a vraiment ce sentiment de frustration grandissant et de colère de la société civile en Israël qui demande donc d'arriver à un accord, et on voit bien qu'à chaque semaine, chaque fois les manifestations grandissent et sont de plus en plus nombreux à manifester, à demander cet accord, et on voit bien l'urgence de cet accord suite à ce témoignage d'Amit Soussana. Mais là encore, est-ce que ces manifestations ont un moyen de levier, un moyen de pression sur Netanyahou et sur son gouvernement? Il n'y a rien de moins sûr. Il n'y a rien de moins sûr parce que Benyamin Netanyahou joue sa survie? Pas uniquement. Pas uniquement. D'ailleurs, il faut bien voir aussi qu'en Israël, compte tenu d'un corps électoral qui est relativement faible, quand on dit, par exemple, la droite a gagné, c'est pas forcément pour dire que les travaillistes sont complètement battus. Ou, vous voyez, il faut garder en tête le nombre de participants. Juste d'un mot, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme l'a dit Georges et Éléonore Veil, l'un des travers de cette affaire et des échecs d'Israël à Gaza, c'est d'avoir remis en selle d'une manière inacceptable le Hamas, réinstitutionnaliser le Hamas qui dit maintenant, oui, nous réfléchissons à telle proposition, nous approuvons, nous remercions les États-Unis de ceci, de ça. Vous vous rendez compte que ces gens-là, avec ce qu'ils ont commandité et commis le 7 octobre, se retrouvent à nouveau, comme on dit, il y a un mot en allemand qui dit on est capable de faire salon, c'est-à-dire qu'on est acceptable, qu'on est à nouveau recevable. Ça, c'est quelque chose qui doit... Alors même si, comme le disait Georges, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, et c'est tant mieux. Enfin, la conséquence ou le prix à payer, il est extrêmement cher d'un côté comme de l'autre. Georges Malbruno, pour conclure justement sur ce bras de fer ça va continuer ce hiatus entre Netanyahou va rester, pour l'instant il y est en tout cas, avec ce bras de fer avec les États-Unis? Probablement, je pense que chaque camp va essayer quand même de contenir, parce que là on a atteint, c'est pas la rupture, mais on a atteint quand même un degré d'absence de confiance qui est embêtant, mais c'est surtout, encore une fois, je pense que l'opération sur Rafah n'aura pas lieu dans les prochains jours parce qu'elle n'aura pas lieu, parce que les Israéliens ne pourront pas l'amener. Mais il faut surtout surveiller... Dans les prochains jours, mais pour l'instant... Voilà, mais il faut surtout surveiller ce qui se passe au niveau des négociations, qui seront capitales. S'il y a une issue négative aux négociations, mais je ne vois pas d'issue négative, parce que... Ça fait 15 jours pourtant. Hein, mais ça fait 15 jours, et puis il y a les otages qui sont restés 2 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut être patient, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on discute à la fois d'une trêve, on discute de l'entrée d'aide humanitaire, on discute de la libération d'otages, de la libération de prisonniers palestiniens, on discute de l'après-Gaza, on discute de plein de choses. Parce que, comme ça a été dit, il faut passer du tout militaire à une nouvelle approche politique, mais avec
avec deux personnes. Netanyahou qui a toujours dit il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le démantèlement du Hamas, donc il faut sauver la face à Netanyahou, et le Hamas a dit nous on veut un cessez-le-feu total, etc. Donc il faut que les deux positions, mais je pense, je l'espère, qu'in fine il y aura un accord qui permettra dans un premier temps une quarantaine de libérations côté israélien et des libérations côté palestinien, des retours de déplacés palestiniens et un apaisement de la souffrance des civils à Gaza, et que pas un cercle vertueux, parce que c'est ça ce dont il s'agit, c'est de sortir de la logique du tout militaire à une logique, on sort du tout militaire pour essayer d'éteindre l'incendie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Georges Malbruno. Je rappelle le titre de votre livre, MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Merci beaucoup Éléonore Veil d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv. Merci Gauthier Ribinski. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bras de fer entre Israël et les États-Unis. Restez avec nous, vous pouvez retrouver ce débat sur les réseaux sociaux et en podcast.